souvent sur le terrain en Ukraine. On va parler dans un instant des conséquences des événements de ce week-end avec vous. Mais d'abord, revenons sur ce qu'il se passe aujourd'hui en Russie. Donc, Prigojine, on vient de l'évoquer avec Julien Colling, est toujours visé par une enquête pénale. Poutine avait dit le contraire, il avait abandonné les poursuites. Pour vous, les jours de Prigojine sont comptés? Ah oui, moi je le pense. Je pense que cette affaire n'est effectivement pas terminée. Je suis d'accord avec votre collègue. Je pense que aujourd'hui, après toute cette histoire-là, clairement, Prigojine a été affaibli. Il a perdu en crédibilité. Wagner a perdu en crédibilité également. Et si aujourd'hui il se trouve au Bélarus et non plus en Russie, c'est parce que très clairement ses jours sont comptés et il ne doit plus vraiment être en sécurité. Je pense que ce qui s'est passé, c'est que Poutine lui-même ne pensait pas que Prigojine était prêt à aller aussi loin que cela. Et cela ne sera jamais pardonné, que ce soit par le ministère de la Défense russe actuel ou bien par des personnes telles que le président même de la Russie. Pour vous, c'est Prigojine qui a été affaibli, fragilisé plus que Poutine? Je pense que les deux ont perdu en crédibilité et les deux ont perdu en termes de puissance et en termes d'autorité. Mais celui qui est réellement, on va dire, concerné aujourd'hui par cette question de jours comptés, c'est très clairement Prigojine. Pour l'instant, Poutine peut se maintenir au pouvoir. Je ne pense pas qu'il ait été affaibli au point de quitter le Kremlin. Par contre, Prigojine, je pense vraiment que ses jours sont comptés. Mais les deux ont été affaiblis, il n'y a aucun doute là-dessus. Sur le sort de la milice, vous en pensez quoi? Est-ce qu'elle va continuer à agir? Est-ce qu'elle va continuer à être une armée parallèle? Est-ce qu'elle va continuer aussi à participer à l'effort de guerre en Ukraine? Pour l'instant, c'est pas clair. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que il y a des rumeurs qui disent que, par exemple, le groupe Wagner pourrait partir en Afrique. C'était apparemment l'une des demandes de Prigojine lors de sa conversation et lors des négociations avec le président bélarusse Loukachenko. On n'a pas encore de confirmation à ce niveau-là, mais je pense que pour l'instant, ils vont participer d'une manière ou d'une autre avec une intensité différente et bien moins importante qu'il y a encore quelques mois, par exemple dans la région de Donetsk, mais néanmoins, ils vont participer, je pense, encore dans des opérations en Ukraine. Je ne crois pas en la thèse d'une invasion vers la région de Kiev, parce que là, on essaie d'expliquer que c'est un coup de maître. J'ai vu sur Twitter certains utilisateurs dire que le président Poutine jouait aux échecs en 5 dimensions et que maintenant Wagner est à 100 km de Kiev. Moi, je n'y crois pas du tout. On sait que la ligne de défense au niveau du nord du pays est extrêmement forte. Les Ukrainiens ont réellement fortifié ces positions-là, donc je ne pense pas qu'une invasion est possible de ce côté-là, en tout cas pas tout de suite, et je ne pense pas que cela soit quelque chose que Wagner puisse mener. En tout cas, les conséquences sur le front en Ukraine, elles sont encore difficiles à évaluer. Est-ce qu'il y a un risque que Poutine se venge sur l'Ukraine? Non, parce que, enfin, comment dire, qu'est-ce que cela signifierait? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut encore se venger? La Russie frappe régulièrement le territoire ukrainien, on a des Un civils attentat qui... nucléaire, comme le dit Volodymyr Zelensky, par exemple? Oui, mais sauf que ça, c'est pas forcément en rapport avec Prigojine. Si vous parlez de la situation en général sur le terrain, alors oui, la Russie est dans une situation assez désespérée. On a vu ce qui s'est passé le 6 juin de cette année avec le barrage de Kakhovka. On comprend très clairement que c'est la Russie qui est derrière. L'Ukraine n'a rien à gagner dans cette histoire et elle a perdu certains de ses citoyens après cette attaque. Maintenant, on parle effectivement de cette centrale et on en parle beaucoup parce qu'on ne prenait pas au sérieux les risques de l'explosion du barrage. Au final, on a vu que 7 mois après les premières provocations, l'explosion a eu lieu. Maintenant, on parle de plus en plus de cette centrale et je peux vous dire que si, par exemple, auparavant, même en Ukraine, l'histoire de ce barrage n'était pas populaire ou bien n'était quasiment pas évoquée au sein de la population, la centrale nucléaire, on en parle vraiment tous les jours. Mm. Et bien que les Ukrainiens ne pensent pas que la Russie puisse utiliser une arme tactique ou stratégique contre l'Ukraine, parce que cela serait trop gros, l'hypothèse d'un potentiel accident provoqué par la Russie sur la centrale est tout à fait... est quelque chose que l'on entend souvent au sein de la population ukrainienne. C'est quelque chose que j'entends dans mon entourage absolument tous les jours, lors d'échanges avec des locaux, avec des collègues, avec absolument tout le monde. Vous voyez comment la suite sur ce que pourrait faire Poutine, notamment en interne? Est-ce qu'il y a un risque de répression encore plus élevé des opposants à Poutine? On entre là dans une chasse aux traîtres?
Je pense que peut-être qu'avec cette histoire de pseudo-coup d'État, tentative de coup d'État, ce qui peut se passer, c'est que Poutine peut effectivement décider de purger une partie des traîtres, une partie des personnes qui ont décidé de prendre, qui ont décidé de rejoindre, on va dire, le camp de Prigojine sur ces 24 heures en question. Mais je ne suis pas sûr que cela ait un effet absolument massif ou que cela ait des conséquences importantes sur le terrain. Ce qui est possible, par contre, c'est que Shoigu, effectivement, quitte le ministère de la Défense et que cela soit un autre proche de Poutine qui prenne la place. On parle de Dyum, un ancien garde du corps du président Poutine. Les Ukrainiens disent que peut-être ça pourrait être une mauvaise chose pour eux parce qu'ils savent que Shoigu est incompétent. C'était la raison principale on va dire, de ce mouvement de contestation, de révolte de Prigojine et de Wagner. Donc peut-être en mettant une autre personne, à savoir Dyumin, eh bien peut-être que la situation changera, non pas en la faveur de l'Ukraine, mais justement peut-être qu'il y aura un nouveau plan stratégique qui mettra à mal, en tout cas en partie, les opérations qui sont menées en ce moment en Ukraine. Mais le moral des Ukrainiens est élevé, ils savent que la contre-offensive a lieu en ce moment, que des opérations stratégiques ont déjà eu lieu et qu'elles continuent. Aujourd'hui, le village de Rivnopil a été libéré dans la région de Donetsk et ce n'est que le début et les Ukrainiens en sont conscients. Merci beaucoup pour votre commentaire sur France 24. Cyril Amourski, journaliste de guerre franco-russe.